nous amorçons la toute dernière partie de cette émission organisée en marge du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici au Rwanda, d'où nous émettons en direct nos invités. Non pas variés, nous sommes toujours avec M. André Gakwaya qui est journaliste politique, Mme Marie-Louise Barichako qui dirige le mouvement de la femme et de la fille pour la paix et la sécurité, également Mme Tako Ndiaye qui est chargée de genre au niveau de la FAO, et également M. Roger Nkodo-Dang, qui est président du Parlement panafricain. Merci d'être toujours en notre compagnie, chers invités. Je le disais tout à l'heure que nous allons amorcer la toute dernière partie de cette émission en parlant d'un certain nombre de cas pratiques. Aujourd'hui, quand il y a coup d'État en Afrique, l'Union africaine automatiquement prend une sanction contre le pays où le coup d'État a été organisé et le pays ne siège plus dans les réunions de l'Union africaine. Est-ce que, selon vous, Mme Barichako, est-ce que cette mesure a été efficace? Oui et non. Oui et non, parce que ça n'a pas permis au leadership africain de s'améliorer. Ça n'a pas permis aux conditions qui imposaient les coups d'État. On ne fait peut-être pas le coup d'État où on fait la rébellion, où on amorce des conflits. Et on retourne toujours à la même case. Je crois que le fait pour l'Union africaine de prendre des décisions, des résolutions, mettre en place un cadre normatif, comme disait mon frère tout à l'heure, l'Union africaine a vraiment réussi à mettre en place des cadres qui régulent certaines situations, comme la corruption, comme la démocratie, comme la bonne gouvernance, comme les élections, comme tout ça. Mais le problème, c'est vraiment la volonté politique de mettre en application ce qu'ils ont décidé pour pouvoir transformer le cadre où l'Afrique fonctionne. Aujourd'hui, là où nous étions avec l'OUA, je crois que je vais être d'accord dans une certaine mesure avec les téléspectateurs, c'est qu'il y a beaucoup de domaines où rien n'a changé parce que la volonté politique n'a pas suivi. Il est temps que nos dirigeants se transforment. Il est temps que nos dirigeants commencent à penser autrement pour donner à l'Afrique cette dignité dont nous avons besoin, pour pouvoir permettre à l'Afrique de se développer parce que c'est possible. L'Afrique n'est pas pauvre. On n'a vraiment pas besoin de l'argent de l'Occident ou d'ailleurs. Cet argent vient de chez nous. Ce sont nos matières premières qu'ils prennent. Pour mesurer vraiment l'efficacité du fait de suspendre un État, la question, je l'adresse à M. Gakwaya, est-ce que un État perd quelque chose à ne pas assister aux réunions de l'Union africaine, concrètement? Oui, il perd beaucoup. Comme quoi? Il devient isolé, il ne sait plus... C'est comment... C'est le peuple qui est isolé ou le dirigeant qui est isolé? C'est ça la grande question. Les deux. Parce que quand on suspend un État, le peuple, c'est le peuple qui est suspendu ou bien c'est le poutiste, le dirigeant poutiste qui est suspendu, qui est isolé? Qui est isolé concrètement? Les mesures ne sont pas inappropriées, c'est ça là ma question. Et le coup d'État, il faut dire qu'à un certain moment, il fallait couper court. Parce que certains avaient pensé que pour accéder au pouvoir, ils vont toujours utiliser les putschs, les coups d'État. Et n'importe qui avait réuni des moyens pouvait perturber un régime, un peuple. Je crois que ça a été une bonne décision de la part de l'Union africaine de dire quand vous faites un putsch, que vous accédez au pouvoir, nécessairement vous ne serez pas soutenu par l'Union africaine, vous ne viendrez pas, vous allez être isolé. Oui. L'Union africaine, oui. Ça se mesure comment aux États? Même au niveau reconnaissance, quand vous reconnaissez même cet État, c'est déjà un appui et les autres suivent. Quelqu'un qui a pris les armes, c'est pas la reconnaissance qui va le faire fléchir. Hein? Oui. Alors le meilleur moyen sans doute, c'est accéder au pouvoir par des élections. C'est une façon légitime d'être accepté par tous. C'est le meilleur moyen, cela je l'accepte. Par exemple, le coup d'État qui a échoué au Burkina Faso. Vous voyez, les gens avaient pris le pouvoir, les putschistes avaient pris le pouvoir, mais l'Union africaine s'est opposée. Ils n'ont pas été reconnus par l'Union africaine, même par d'autres pays, et ils ont été acculés à céder le pouvoir. Et finalement, les élections ont été organisées et nous avons un pouvoir issu des élections au Burkina Faso. Ça, c'est une bonne chose. Et cela devrait continuer, parce qu'il ne doit pas nécessairement verser
verser du sang pour accéder au pouvoir. Il faut éviter cela. Voilà ce qui se passe maintenant qui m'intrigue. Sud-Soudan. Dans 3 jours, il y a eu 150 morts. En rien de temps. Depuis avant-hier, 150 morts. On était arrivé à réussir le dialogue entre les deux le vice-président et le président. Les rebelles avaient quitté le maquis, ils étaient à la capitale, le pouvoir allait être partagé, mais tout d'un coup, disons... Donc les accords de paix n'ont pas fonctionné. N'ont pas fonctionné, il y a une vengeance, les militaires ont commencé à s'entretuer. Maintenant, on est dans une capitale où il y a des belligérants qui sont en train de s'entretuer. Est-ce qu'on va réussir à pacifier? C'est un grand problème, une grande... Voilà un cas concret sur lequel on peut mesurer quand même l'efficacité de l'Union africaine. Un cas concret. Ces gens ont vécu dans la guerre depuis plus de 50 ans. On se demande même pourquoi ceux qui se battent maintenant sont parvenus à naître. Normalement, le peuple s'était anéanti mutuellement. Alors, ce qui change, ce qui transforme, ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas adhéré tous à la paix. Quand vous adhérez, quand vous vous êtes transformé, c'est-à-dire que vous respectez l'autre en tant qu'être humain, si vous avez des problèmes, vous ne tirez pas sur lui, vous cherchez à vous mettre sur une table pour essayer de dire, si vous continuez à faire de cette façon, je vais tirer sur vous, l'autre va me tuer, et puis nous allons tous nous éliminer et dire, cessons de nous entretuer. Et il faut que cela entre dans l'esprit, dans la chair, dans l'esprit et la chair des gens, des belligérants, des combattants. L'Union africaine, hein? L'Union africaine ne peut pas entrer dans la chair des gens. Non, ça c'est une question de peuple. Oui. Ça concerne l'Union africaine parce que l'Union africaine doit éduquer les Africains, pas seulement... Les Africains sont les belligérants, les deux parties belligérantes. Il faut les former, les mobiliser, les sensibiliser. C'est prévu aussi dans les institutions de l'Union africaine. Il y a une commission d'éducation. Il y a une lacune au niveau de l'encadrement des hommes au pouvoir et même de l'armée. Vous installez un processus de paix par le dialogue et puis on dirait qu'il n'y a pas eu un suivi efficace, permanent, constant pour amener les gens à ne pas s'entretuer. Parce que souvent les bons conseillers peuvent flairer que les armes vont commencer à crépiter, ils peuvent stopper cela d'une façon ou d'une autre. Donc, autrement dit, il faut gérer efficacement le processus très sensible de reconstruction de la paix dans un pays. Mais en même temps, la souffrance... Finissez là-dessus, je vous en prie. Mais c'est la souffrance des gens. Oui. Et à un certain moment, je peux donner l'exemple du Rwanda. Les gens ont tellement souffert parmi ces jeunes, quand vous leur dites qu'il faut utiliser la violence ou ceci ou cela, ils vont vous dire non, nous n'en voulons plus voir le sang versé de quelqu'un, nous ne voulons plus de la guerre, de la violence. Nous avons été en exil pendant plus de 30 ans, 10 ans, 15 ans à errer dans les forêts congolaises. Maintenant, nous voulons nous associer aux autres pour reconstruire le pays, cultiver notre champ, préparer un meilleur avenir pour nos enfants. Les Africains pouvaient avoir le même langage. Alors, je crois que le respect de l'autre, de la vie de l'autre, ça c'est quelque chose qui doit commencer chez les jeunes, chez les enfants. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Gakwaya. Je vais ouvrir encore une brèche par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une institution mise en place par l'Union africaine. Mais que fait cette Cour-là aujourd'hui, M. Dang? Que fait cette Cour-là aujourd'hui? Et pourtant, les questions de droits de l'homme sur le continent sont légion. Je vais vous répondre sur 2 aspects. Oui. Le premier aspect, c'est le mécanisme d'alerte rapide de l'Union africaine, qui stipule que toute prise, en cas de coup d'État, on déclenche, le pays est suspendu. Là encore, j'ai un problème. Vous avez effleuré le problème. On suspend qui? Voilà. Les populations ou l'opposition. Oui. Moi, ma tendance aurait été de contraindre que la suspension soit ciblée vers l'opposition. Mais généralement, on se rend compte que tout le pays est suspendu. Et le peuple souffre de cette suspension. Donc je crois que... C'est une sanction non adaptée. Je crois que cette sanction est dissuasive à Oui. certains moments, parce que vous savez très bien qu'au lendemain des indépendances africaines, l'état de nature s'était installé. C'était le plus fort qui prenait le pouvoir. Donc les coups d'État étaient légion. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ou de moins en moins, on a recours à la force.
il vient de vous parler des tentatives au Burkina Faso qui n'ont pas prospéré. Mais ce n'est pas, on ne peut pas dire non plus que c'est parce qu'on a suspendu les putistes qu'ils ont dû rebrousser chemin. Ce que je voudrais dire, oui. c'est que mais il faut arriver à identifier des sanctions ciblées. Et ça, c'est un peu difficile dans le cadre de l'Union africaine. Ça, je vous en disconviendrai avec moi que ce que j'ai dit, nous la vivons. Parce qu'il y a un pays cher, un pays voisin au mien, qui a été suspendu pendant longtemps. On vient juste de lever ces sanctions après l'élection du chef de l'État actuel, mais dont le pays continue à être menacé par les Sénégal. Vous parlez de la République centrafricaine. Oui. Donc, les mouvements terroristes ou les mouvements antagonistes continuent à semer la mort. Bon, maintenant, le pays a été donc suspendu pour qui? Voilà. C'est ça. Bon, deuxième chose, ce que vous pensez, moi je vous ai dit qu'à l'Union africaine, le cadre normatif est le meilleur cadre. Nous mettons en place toutes les institutions des droits de l'homme qui peuvent concourir au bien-être des peuples africains. Mais c'est leur application qui pose problème. La Cour aussi est dans un processus comme le Parlement panafricain de ratification de ces textes. Donc, est-ce qu'une Cour que vous n'avez pas, les pays n'ont pas totalement adhéré, peut rendre justice au nom du peuple africain? J'ai dit non. Même les pays qui ont adhéré. Même les pays, il y a des pays qui ont adhéré, mais qui n'ont pas fait de déclaration. Parce qu'il faut encore, non seulement tu adhères, tu fais encore une déclaration qu'on peut te poursuivre. Ça aussi, ça pose un problème. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, étant de l'intérieur, je trouve que le cadre normatif est le meilleur cadre qui rendrait la vie idéale en Afrique. Mais c'est le problème de l'application de ces différentes normes qui se posent en Afrique. C'est pour ça que je pense que la Cour, la Commission, le Parlement panafricain, ce sont des institutions des droits de l'homme. Mais il faut les amener à fonctionner pour que nous puissions véritablement sentir qu'il y a une démarcation entre ce qui se passait avant et ce qui se passe. Bon, c'est un processus. Je n'en doute pas un seul instant que ça va arriver, mais dans combien de temps? Madame Baïchako, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver le moyen de donner un pouvoir coercitif à la Commission de l'Union africaine? Est-ce qu'on ne va pas régler un gros problème en donnant beaucoup plus d'autorité à la Commission de l'Union africaine? En tout cas, entre la Commission de l'Union africaine et le chef d'État en exercice et toutes les autres institutions, il va falloir qu'on puisse donner un pouvoir coercitif à quelqu'un. Sinon, quand vous suivez bien ce que dit M. Dang, c'est que les États prennent des tests, mais dans l'application, derrière, ils ne sont pas pressés de pouvoir les ratifier. À cette allure, il y aura beaucoup d'initiatives qu'on peut dire, oui, l'Union africaine a fait telle chose, a fait telle chose, mais ça ne donne rien. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Mme Baïchako? Premièrement, avant de parler de la Commission de l'Union africaine, je crois que tant que l'Union africaine ne va pas se résoudre à faire de ces instruments des instruments au service du peuple africain, ça ne va jamais fonctionner. Aujourd'hui, les instruments qui existent sont au service des dirigeants. Il faut toujours regarder s'il n'y a pas une disposition qui risque de porter préjudice au bien-être ou au confort du dirigeant. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de servir le peuple africain de manière à ouvrir les frontières, de manière à permettre au peuple africain de s'épanouir et de pouvoir se développer. Deuxième chose, tant qu'on n'aura pas donné à la Commission de l'Union africaine suffisamment d'autorité et suffisamment de pouvoir pour pouvoir agir et prendre des décisions qui sont applicables, l'Union africaine ne changera pas. C'est important et ça frustre bien des présidents. J'en connais un qui a dû s'en aller. Je ne sais pas si l'autre aussi ne s'en va pas à cause de ça, mais en tout cas, c'est frustrant. C'est frustrant de préparer les dossiers, de tout analyser, examiner et proposer pour se voir refuser sans explication, sans justification. Parce qu'il y a des États, par exemple, qui ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'ils ont été victimes de non-respect de leurs droits dans leur pays. La Cour africaine a rendu un arrêt, mais dont les dirigeants n'en ont jamais tenu compte. À quoi ça sert cette institution-là alors? À quoi ça sert concrètement?
il va falloir se poser des questions. Et certains dirigeants, certains analystes qui ne sont pas africains disent, si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose de concret, trichez au moins de ce qui se fait ailleurs. Parce qu'il va falloir qu'on se demande comment est-ce que l'Union européenne, par exemple, procède pour que certaines choses qu'on constate chez nous ne se constatent pas chez eux. Mais chez nous, on n'a pas la dimension de redevabilité. Les responsables africains ne sont redevables devant personne. C'est ça le problème. Alors que normalement, quand vous êtes responsable, vous devez être redevable. Alors, si vous n'avez de compte à rendre à qui que ce soit, c'est normal que même les décisions que vous-même vous avez prises, qu'elles soient appliquées ou ne soient pas appliquées, ça devient... Ce n'est pas un problème. Sur la question, sur cette question-là, comment est-ce que vous pensez que l'Union africaine pourrait mettre en place un mécanisme qui instaure cette redevabilité dont parle Mme Barikiako, que les dirigeants soient redevables de quelque chose pour qu'ils ne soient pas dans un confort total en foutant aux pieds les règles qui sont émises au niveau continental? Oui, redevable, ça signifie rendre des comptes, en fait. Il faut rendre des comptes. Maintenant, quand vous êtes un homme, un responsable politique, quand vous êtes à la tête de l'État, un ministre, un président, vous devez absolument à un certain moment rendre des comptes pour la gestion des affaires qui vous ont été confiées à un certain moment. Et c'est pour cela qu'un peuple lésé à un certain moment ou des individus lésés devraient porter plainte justement devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le fait d'avoir jugé récemment Hissène Habré, ça a été une très... C'est la Chambre africaine. C'est la Chambre africaine qui a été mise en place aussi avec beaucoup de tractations et beaucoup de temps et tout cela. Et avec tout le temps que ça a pris aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais ça a été un grand pas. Un grand pas. Et maintenant, la CPI, la Cour pénale internationale, c'est un autre débat. On ne va pas se permettre d'ouvrir ici parce qu'il va prendre tout le temps. C'est elle qui s'était mêlée sur le continent pour juger certains rebelles, certaines violations des droits de l'homme, et tout cela. Ce n'était pas mauvais, mais à un certain moment, on a constaté qu'il y avait, nos dirigeants disent qu'il y avait un certain acharnement contre des Africains, des dirigeants, comme si c'était seulement en Afrique qu'il y avait des lacunes ou des quoi, alors que même chez eux, il y a eu des bavures faites par des Occidentaux. On va pas aller en profondeur dans ce débat parce qu'il y a tout un thème qui est consacré à cela et on y reviendra. Je pense qu'au niveau des dictatures, au niveau des régimes qui se sont rendus trop répressifs envers le peuple, il faut qu'il y ait une instance qui les juge objectivement. Il faut que cette instance soit là, soit approchée. En tout cas, il y a une cour aujourd'hui, un cours qui est à Banjul, qui existe aujourd'hui, qui rend des arrêts qu'aucun État ne respecte. Ne nous voilons pas la face. En tout cas, l'Union africaine, à sa décharge, a prévu tout au moins cela. Maintenant, dans l'application des arrêts rendus par cette cour-là, ça c'est un autre débat. Je vais me retourner vers Madame Diaye, pardonnez-moi, Madame Diaye. Alors, par rapport à ce principe de rendre compte, qui aurait contraint les dirigeants à quand même avoir une certaine inquiétude de ce que l'on peut leur demander des comptes demain, comment est-ce que l'Union africaine peut instaurer cela pour que cela soit efficace pour une fois? Oui. Donc peut-être que je vais un peu parler des questions d'égalité entre les sexes, par exemple, qui sont une dimension très importante par rapport au thème du sommet de l'Union africaine, donc qui porte sur les droits humains des femmes avec un accent particulier sur les droits humains, avec un accent particulier sur les droits humains des femmes. Par exemple, nous savons que lorsqu'on regarde nos constitutions au niveau national, il y a beaucoup de pays qui ont des articles en matière d'égalité par rapport à l'accès à la terre. Donc l'engagement politique, il est là. En matière d'accès aux moyens de production, en matière d'accès aux mécanismes de prise de décision, il y a un ensemble d'engagements politiques qui ont été pris. Et il y a tout un mécanisme de préparation de rapports pour montrer les progrès qui ont été effectués au niveau des pays. Mais il y a beaucoup d'obstacles au-delà de l'aspect juridique. Vous savez que nos pays, par exemple, ont une contrainte de taille qui est la disponibilité de données fiables. Donc si on ne sait même pas où on est aujourd'hui, on ne peut pas mesurer les performances et se projeter dans le futur.
Donc les données n'existent pas. Cela peut être une excuse, mais pas toute l'excuse. Non, non, ce ne sont pas que des données. Et je suis contente que ce débat, on se trouve là à Kigali. Oui. Voilà un pays qui fait plus que ce que les normes ont établi pour un certain nombre de choses en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Vous arrivez à vous dire pourquoi ils ont réussi ça, selon vous? En plus de l'engagement politique, il faut des actions politiques fortes. Il ne sert à rien de s'engager politiquement si nous n'avons pas les institutions pour mettre en œuvre correctement, si nous n'avons pas les budgets pour mettre en œuvre correctement. Voici un pays, par exemple, qui a une loi de finances, donc c'est légiféré, qui demande à tous les ministères d'allouer un certain pourcentage de leur budget dans le cadre de la préparation du budget national à l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. On va clore cette émission en parlant d'un aspect, l'aspect financement. Comment financer l'Union africaine? Est-ce qu'on va continuer par tendre la main et tout en tendant la main, est-ce que nous sommes toujours souverains? Madame Barikiakou, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument être créatif. Je me souviens que, je crois que c'était en 2004 ou 2006, un président a offert de proposer à l'Union africaine un plan de financement de l'Union africaine par l'Afrique. Et la proposition n'a certainement pas été acceptée puisqu'elle n'a pas été appliquée. Mais je pense que tant que l'Afrique ne financera pas l'Union africaine, on ne pourra pas avancer. Et c'est possible de financer l'Union africaine. Les pays africains peuvent se financer avec un minimum de créativité et de regard sur les ressources disponibles parce qu'il y en a beaucoup. Je me souviens, une fois, j'étais en train de discuter de la question de financement des missions de paix, par exemple, dans la région des Grands Lacs. Et quelqu'un m'a dit, mais comme la RDC, par exemple, elle n'a vraiment pas besoin d'être financée par qui que ce soit. Elle a toutes les ressources qu'il faut pour se financer et même financer les voisins. Donc, c'est pour vous dire qu'en Afrique, il y a les ressources, mais le leadership n'est pas en train de regarder les ressources disponibles pour pouvoir les utiliser utilement pour le peuple. C'est ça le problème que nous avons. L'Afrique a toutes les ressources dont elle a besoin pour financer l'Union africaine et pour financer les États et pour financer tous nos programmes. Mais il faut juste la volonté, la créativité et tout y est. Monsieur Gakwaya, dans ce contexte où nombre d'États africains, pour boucler leur budget annuel, sont obligés de tendre la main, d'attendre l'aide extérieure, est-ce qu'à cette allure, ces États peuvent vraiment contribuer au financement de l'Union africaine? Mais si, ils le peuvent toujours. Et disons que nous voulons construire un continent prospère. C'est le premier principe de paix, de sécurité. Mais cette prospérité, il faut qu'il y ait des ressources. Et les ressources, justement, le manque de ressources chez les peuples africains crée une image du pauvre. Ça crée l'image du pauvre, d'une Union africaine pauvre, tout cela. Alors, tant que les Africains seront riches, seront prospères, l'Union africaine va être outillée, aura des moyens. Mais je pense qu'il y a des pays qui commencent quand même à progresser, à prospérer. Je crois que certains de ces pays commencent à réaliser des revenus, bonne croissance. Il faut que ces pays consacrent une partie de leur richesse, de leurs revenus à l'Union africaine. Merci, M. Gakwaya. Merci, M. Gakwaya. Madame Ndiaye, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que les États africains qui sont plus nantis devraient prendre le devant des choses et financer pour les autres? Mais tout à fait. Disons que nous l'avons vu, par exemple, avec le Fonds de solidarité africain. C'est vraiment l'Afrique qui aide l'Afrique en matière de développement agricole. La Guinée équatoriale a mis beaucoup d'argent sur la table pour financer d'autres pays africains. Nous avons aussi vu que dans le cadre de Ebola en Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, à travers l'interaction avec le secteur privé africain, a pu également mobiliser des fonds. Donc il y a
quelques initiatives porteuses qui pourraient servir de source d'inspiration pour voir comment mieux engager le secteur privé africain afin qu'il puisse aussi jouer un rôle et comment prioriser les questions africaines dans les budgets de nos pays. Monsieur Nkodo Dang, c'est sur la dernière question dans cette émission. Je disais tout à l'heure que les États plus nantis pourraient quand même venir au secours de l'Union africaine en lieu et place de leurs voisins qui n'en ont pas assez. Mais est-ce que ça n'ouvre pas encore notre brèche pour que l'Union africaine commence par avoir des yeux malveillants vis-à-vis de ces États-là sur le plan de non-respect d'un certain nombre de choses, que ce soit droits de l'homme, que ce soit... Bref, est-ce que ça peut être la solution? Moi, je vais aller rapidement. Je reviens un peu en arrière sur le problème des droits de l'homme en Afrique. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour assurer les droits de l'homme. Nous avons la Cour africaine de justice qui est à Arusha. Nous avons la commission qui est à Banjul, la commission des droits de l'homme qui est à Banjul. Vous voyez, avec tout ça, et des peuples qui est à Banjul, c'est pour vous dire que dans ce contexte, avec les deux instruments, les droits de l'homme peuvent être assurés. Ça, c'est un pan. On a évacué ça pour dire qu'il manque toujours quelque chose. Si quelqu'un n'a pas ratifié, tu ne peux pas lui opposer ça. Maintenant, pour continuer en matière de financement, et vous avez si bien soulevé, c'est que moi aussi j'ai tendance à croire que même si on ne veut pas, on peut faire comme les autres. Le Parlement européen ne légifère pas, mais le Parlement européen est très puissant dans le concept de l'Union européenne, puisque ces recommandations ou ces délibérations ont force de droit. Mais nous, aujourd'hui, on nous met en Parlement, on dit non, vous êtes un organe consultatif facultatif. On aurait pu aussi copier, on dit on ne vous donne pas de légiférer, mais faites des recommandations qui peuvent s'imposer aux États, on allait vite avancer. Donc je crois que ça aussi, c'est à mettre en tête. Mais pour la fin, pour que le même problème va se poser. Si vous avez souvenir d'un leader africain, malheureusement, qui est mort, qu'on accusait de tous les maux, parce qu'on disait qu'il mettait la main dans la poche, il voulait être président des États-Unis d'Afrique. Mais ce monsieur avait un idéal. Je crois, pour moi, ce n'était pas beaucoup plus parce qu'il voulait, mais il résolvait un certain nombre de problèmes africains. Et c'était des Africains. Et enfin, pour terminer, pourquoi les Africains vont mettre l'argent au Panama? Mais ça, cet argent peut nous aider ici à régler ces problèmes qu'on doit. C'est leur argent. Oui, ils sont libres de le mettre où ils veulent. Non, c'est l'argent qui vient d'où? C'est l'argent qui vient de l'Afrique. Oui. Et même le commerce de nos matières premières, est-ce qu'on reverse les revenus de ce commerce dans nos banques ici? Merci. Merci. Même un pourcentage pour financer les activités de l'Union africaine et permet aux Africains de se développer. Merci beaucoup. Vous avez appelé son nom, Mouammar Kadhafi. Je m'en voudrais de ne pas prononcer ce nom, tout au moins une fois, de ce grand monsieur pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a fait pour le continent et pour l'Union africaine. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été des nôtres ce soir pour cette émission, chers téléspectateurs. Je vous prie de bien vouloir me pardonner de n'avoir pas donné lecture de tous vos messages, tellement il y en a beaucoup. Mais vous avez constaté, j'ai dû en tenir compte, dans l'orientation du débat. Demain, ce sera un autre thème. Afrique, quelle stratégie pour l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? Ce sera le thème de demain. Vous pouvez déjà commencer par envoyer vos messages par différents canaux. D'abord par mail à l'adresse ua2016@africa24tv.com, ua2016@africa24tv.com, et pour les amoureux des réseaux sociaux sur Twitter avec #Africa24. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je vous laisse tout de suite en programme des programmes d'Africa 24. Merci beaucoup et à demain pour un autre débat.